Le sommeil n'est pas un état d'arrêt total pour l'être humain. Il représente plutôt une transition singulière. L'individu ne perd jamais complètement conscience, bien que cette affirmation soit souvent véhiculée. Chaque jour, à l'approche de la nuit, le corps humain ralentit ses fonctions. Les yeux se ferment, le monde environnant s'estompe, mais l'être ne disparaît pas dans le néant. Une transformation s'opère, un mouvement commence. La conscience entame son voyage nocturne à travers des dimensions invisibles. La vérité est que ce voyage a toujours eu lieu. La seule raison pour laquelle les gens n'en gardent aucun souvenir est qu'ils ont été délibérément conditionnés à l'oubli. Dès les premières années de leur vie, les êtres humains ont été instruits que les rêves n'étaient rien de plus que des absurdités. On leur affirmait que le sommeil était exclusivement destiné à la récupération physique et au repos. Toutes les sensations, images et sons vécus dans le monde des rêves étaient déclarés fictifs, de simples impulsions aléatoires générées par un cerveau fatigué. Mais la question se pose, et si cette doctrine était erronée? Et si les rêves n'étaient pas de simples illusions, mais plutôt des fragments d'une réalité plus profonde? Peut-être s'agit-il d'un monde caché, rempli de sens, de mémoire et de dynamisme. Thoth, l'ancien dieu égyptien de la sagesse, ne percevait pas le sommeil comme un état de repos ou de néant. Il y voyait un passage, une sorte de portail menant à d'autres mondes, où l'âme retrouvait sa véritable puissance. Et chaque nuit, que l'être humain en soit conscient ou non, il franchit ce portail mystérieux. Dès l'instant où l'individu maîtrisait les compétences de base, parler, compter, colorier proprement à l'intérieur des contours, on lui enseignait simultanément sans quoi il ne devait pas faire confiance. On lui inculquait que les rêves n'étaient que des jeux fantaisistes de son propre cerveau. On lui suggérait que les voix, les lieux et les visions surgissant dans le sommeil n'avaient aucune signification. Ce n'est qu'un rêve, était la réponse standard. Chaque fois qu'une personne tentait de partager quelque chose d'inhabituel, d'étonnant ou d'effrayant vécu la nuit, la réaction était invariable, ignore-le. Oubli. Subprime. Une telle attitude n'était pas fortuite. C'était la première et fondamentale leçon d'oubli de soi, apprise dès le plus jeune âge. À l'origine, l'être humain naissait avec une conscience ouverte. Ses premiers rêves se distinguaient par leur vivacité, leur caractère indomptable et leur profonde symbolique. Il voyageait, sans même s'en rendre compte, glissant à travers les dimensions multiples de la pensée, du temps et des émotions. Cependant, ce don inné ne fut pas autorisé à perdurer. L'individu fut doucement mais fermement réorienté, éloigné de son riche monde intérieur vers un scénario d'existence externe et socialement accepté. On lui inculquait que seule la vie éveillée avait une véritable importance. La performance, la productivité, le monde matériel et physique, appelé la vraie vie. En revanche, les cultures anciennes ne considéraient pas les rêves comme des déviations de la réalité. Au contraire, elles y voyaient les racines profondes de l'être. En Égypte ancienne, les rêves étaient perçus comme des messages directs des dieux. Au Tibet, une forme particulière de yoga du rêve était pratiquée pour préparer l'âme à la transition vers un autre monde. Et dans les traditions hermétiques, le sommeil était considéré comme un état sacré, un moyen d'accéder à des vérités trop vastes et complexes pour être appréhendées par la logique ordinaire de l'état de veille. Thoth, comme on le sait, n'était pas seulement le dieu de l'écriture et du langage. Il était aussi un grand maître de la loi astrale, gardien et guide des dimensions cachées de l'existence. Et il possédait une compréhension que la civilisation moderne a totalement perdue. C'est précisément dans le sommeil que la conscience retrouve et se souvient de sa véritable liberté. Cependant, au lieu d'apprendre à écouter attentivement leurs rêves, les gens étaient instruits de les ignorer comme quelque chose d'insignifiant. Les institutions éducatives n'encourageaient pas le souvenir des rêves. Elles exigeaient la mémorisation d'équations mathématiques. Les médias ne glorifiaient jamais le rêveur, mais célébraient invariablement l'homme d'affaires prospère. Et quand quelqu'un osait rêver de quelque chose de plus grandiose, mystique ou profond, cela était discrètement pathologisé. La rêverie fut associée à l'enfance, la spiritualité déclarée irrationnelle et l'intuition potentiellement dangereuse. Ainsi, l'humanité commença à perdre l'une de ses compétences les plus précieuses, la capacité à percevoir et à interagir avec d'autres couches de la réalité. En conséquence de cette influence, les muscles du rêve de l'être humain s'atrophiaient progressivement et sa vision intérieure s'obscurcissait. Cependant, cette programmation s'est enracinée encore plus profondément. On enseignait aux gens que le succès était déterminé exclusivement par les résultats, l'atteinte d'objectifs concrets, les bonnes notes et les réalisations mesurables. Dans ce système, le sommeil était perçu comme une manifestation de faiblesse. Le repos était assimilé à la paresse et l'immobilité à la stagnation. Mais le vrai sommeil, la véritable immersion en lui, n'est absolument pas un état d'immobilité. Au contraire, c'est un mouvement actif. Il est silencieux, caché, subtil,
mais en même temps bien plus puissant que toute activité accomplie par l'être humain pendant la journée. Car pendant que le corps physique reste immobile, l'esprit se déplace à travers de vastes paysages de mémoire, d'émotions, d'archétypes et de flux énergétiques. La vérité est que l'être humain n'aurait jamais dû être séparé de sa vie onirique. Le système existant ne lui a pas seulement volé une partie de son temps, il lui a en fait dérobé sa nuit. Cependant, il est possible de récupérer ce qui a été perdu, car cette sensibilité profonde, cet instinct qui a toujours été présent en chacun, suggérant que quelque chose de bien plus grand que ce que l'on croit se produit pendant le sommeil, n'a jamais été une illusion. Cela a seulement été profondément enfoui sous les couches de la programmation sociale. Cette connaissance secrète a été ensevelie sous des montagnes d'emplois du temps quotidien, le scintillement des écrans et la lumière des lampes fluorescentes dans les salles de classe, où l'on inculquait sans relâche « Lève-toi tôt, travaille plus dur et ne dors que lorsque c'est absolument nécessaire ». Pourtant, le sommeil n'est pas un état passif. Au contraire, c'est une période de profonde réceptivité. Et la seule raison pour laquelle l'être humain est incapable de voir ce qui se cache derrière le voile de la perception ordinaire est que personne ne lui a jamais appris comment regarder. Personne n'a expliqué que les pensées précédant l'endormissement programment le voyage nocturne à venir, que l'état émotionnel de l'individu devient sa vibration, que la conscience n'attend pas d'être activée. Elle est toujours en mouvement, toujours à l'écoute, toujours en quête de quelque chose. Le monde dans lequel nous existons nous a habitués à craindre l'inconnu. Mais les rêves sont précisément ce domaine inexploré que l'être humain était destiné à explorer. Ils ne sont pas une distraction de la vie. Ce sont des messages du moi profond, de mondes qui fonctionnent en dehors du cours habituel du temps, des échos de qui l'être humain était avant qu'on ne lui dise qui il devait devenir. Chaque nuit ouvre une nouvelle porte. Et quand l'être humain commence à considérer le sommeil non pas comme un simple repos, mais comme une sorte d'initiation, tout autour de lui commence à se transformer. Il cesse de se demander « qu'est-ce que j'ai rêvé ?» et commence à demander « où suis-je allé ?» Cette question devient la première fissure dans le mur érigé autour de son monde intérieur. Cette question marque le début de l'éveil. Chaque nuit, lorsque le corps humain s'endort, quelque chose de vraiment extraordinaire commence. Sa respiration ralentit, ses muscles se détendent, et son esprit plonge dans un état que la science désigne comme la phase de sommeil paradoxal, REM. Cependant, ce que les scientifiques ne peuvent pas entièrement expliquer, ce qui reste au-delà de leurs électrodes et de leurs graphiques, c'est qu'à ce moment précis, la conscience glisse à travers les fissures de la perception physique et commence son mouvement. Où elle se dirige dépend d'un facteur clé, la vibration. Et c'est précisément cette partie qui a été cachée non seulement des manuels scolaires, mais de tout le paradigme culturel. On a enseigné aux gens que les rêves n'étaient que des impulsions aléatoires dans un cerveau au repos, des impressions résiduelles de la journée, des images inutiles et chaotiques. Cependant, les connaissances anciennes, en particulier les enseignements de Tao, racontent une histoire complètement différente. Les rêves ne sont pas de simples bruits. Ce sont des enregistrements. Ce sont des sortes d'instantanés des lieux que la conscience visite lorsque les sens physiques sont déconnectés. Et quand l'être humain commence à s'en souvenir, non seulement de leur contenu, mais aussi du sentiment profond qui les sous-tend, il réalise quelque chose de surprenant. Tous les rêves ne sont pas de simples rêves. Certains d'entre eux sont des souvenirs. Beaucoup des visions que l'être humain a vécues n'étaient pas fictives. C'était une expérience réelle, se déroulant sur le plan astral, une dimension superposée au monde physique, vibrant à une fréquence complètement différente. Ce n'est pas une fantaisie. Ce phénomène a été observé, enregistré et même soumis à des recherches scientifiques. Rappelons, par exemple, les travaux de l'Institut Monroe, où des sujets ont rapporté à plusieurs reprises des expériences hors du corps, voyageant consciemment au-delà de leur forme physique. Ou les recherches du docteur Charles Tart sur les états modifiés de conscience, où des rêveurs ont décrit des rencontres et des environnements trop structurés, trop détaillés, trop réels pour être simplement écartés comme de la fiction. Et pourtant, le monde continue de se moquer de cette idée même. Pourquoi ? Parce que si l'être humain accepte le fait que sa conscience est capable de se déplacer au-delà du corps physique, s'il réalise vraiment qu'il n'est pas limité par cette enveloppe matérielle, alors il devient extrêmement difficile à contrôler. Les règles habituelles cessent d'agir avec la même force. L'être humain cesse de jouer petit. Il cesse de vivre dans la peur, car il commence à comprendre que la mort n'est pas une fin, que le temps n'est pas linéaire, que la communication ne nécessite pas de mots. Dans le monde astral, on peut rencontrer d'autres êtres, esprits, ancêtres, même des personnes vivantes, sans prononcer une seule phrase. On peut se promener dans des villes créées à partir de sons, de symboles ou de géométrie complexe. On peut se tenir devant des enseignants qui ne parlent pas une langue, mais des vagues de sens qui frappent l'être humain comme une vérité directement injectée dans son être. Mais tout cela devient impossible si l'on continue à considérer ces rêves comme de simples illusions. Ce n'est pas le cas. Ce sont des messages, et parfois des avertissements.
Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve qui s'est ensuite réalisé, qui vous a montré quelque chose des jours, des semaines, voire des mois avant que cela ne se produise? Ce n'était pas une coïncidence. C'était votre conscience qui se connectait à un champ temporel non linéaire, où le passé, le présent et le futur existent simultanément, et l'âme peut s'y déplacer comme dans les pièces d'une maison. Certains rêves sont symboliques. Oui, ils arrivent enveloppés de métaphores, non pas pour embrouiller l'être humain, mais pour parler à son esprit profond, cette partie qui comprend le langage de l'âme. D'autres sont plus directs. L'être humain se retrouve dans un lieu qui semble plus réel que la vie éveillée. Les couleurs y sont plus vives, les sons plus texturés, les émotions plus intenses. C'est dans ces moments que l'être humain franchit le seuil. C'est alors qu'il glisse dans l'astral. Ce royaume est multicouche. Il existe des dimensions supérieures, remplies de clarté, de lumière et de sagesse. Et il y a des dimensions inférieures, plus denses et chaotiques, formées par la peur et la douleur non résolue. L'endroit où l'être humain se retrouve n'est pas le fruit du hasard. Il est déterminé par ce qu'il porte en lui. Si l'être humain s'endort dans un état de stress, de rancœur ou de colère, il peut se retrouver dans des lieux qui reflètent cette énergie négative. Cependant, si l'être humain s'endort avec une intention consciente, avec une clarté de pensée et une curiosité sincère, les portes qu'il franchit dans le monde des rêves commencent à se transformer. Tho, l'ancien sage, enseignait que le plan astral est à la fois une école, un miroir et un terrain d'essai. Et que l'être humain s'en souvienne ou non, il a déjà assisté à ces leçons. La question est seulement de savoir s'il est prêt à s'éveiller à la vérité de ses voyages nocturnes, car la prochaine fois que quelqu'un dira « J'ai fait le rêve le plus étrange la nuit dernière », il faudra s'arrêter et réfléchir. Peut-être ne se souvient-il pas d'une absurdité. Peut-être se souvient-il de l'endroit exact où sa conscience a voyagé. La destination de la conscience humaine la nuit n'est pas le fruit du hasard. Elle est façonnée par ce que l'être humain porte en lui. Chaque émotion, chaque peur, chaque désir devient une sorte de boussole. Le plan astral ne juge pas, mais il reflète. Il se courbe et se modifie pour correspondre au paysage intérieur de l'être humain, tel un miroir spirituel tendu à son moi inconscient. Et il existe une vérité plus profonde que la plupart des gens ne réalisent jamais. Ils ont parcouru ces mondes pendant des années, cartographiant des dimensions qui résonnent avec leurs états d'être cachés. L'être humain a pu visiter les espaces cristallins les plus lumineux, remplis d'êtres lumineux et de profondes intuitions. Ou bien il a pu errer dans des villes grises, des pièces étranges enveloppées de brouillard, ou des espaces qui semblent émotionnellement lourds, densément remplis de confusion ou de statisme. Ce ne sont pas des rêves construits au hasard. Ce sont des destinations, et elles ne sont pas assignées à l'être humain. Elles sont attirées vers lui. Le plan astral réagit à la fréquence de l'être humain. Il l'accueille dans les pièces qu'il a déjà construites avec ses pensées et ses schémas émotionnels. La peur mène au lieu où règne la peur. L'anxiété lie aux zones plus lentes et troubles. Mais la paix, l'amour, la gratitude, ils ouvrent les portes vers des dimensions qui vibrent de clarté et de guérison. C'est pourquoi les enseignements anciens, de Tho aux mystiques tibétains, ont toujours souligné l'importance de purifier l'esprit et l'âme avant de dormir. Ce n'était pas pour un rituel religieux, mais pour la navigation. Car l'endroit où la conscience atterrit détermine ce qu'elle apprend, qui elle rencontre et ce qu'elle ramène. Dans les anciens temples d'Égypte, les initiés apprenaient à se préparer avant le repos. Les chants spéciaux, les huiles et les préparations mentales n'étaient pas des superstitions. C'étaient des outils pour s'harmoniser, afin que les voyages astraux puissent servir des objectifs supérieurs. Le temple du sommeil n'était pas un mythe. C'était une pratique. Les enseignements de Tho, gravés sur les tablettes d'émeraude, l'indiquent. La maîtrise du sommeil mène à la maîtrise des mondes au-delà du physique. Et par cette maîtrise, nous évoluons. Lorsque l'être humain prend conscience de ce processus, même une simple routine avant le coucher devient sacrée. Ses dernières pensées avant de dormir ne sont pas insignifiantes. C'est la clé de contact. Ce à quoi il pense dans les moments précédant le relâchement de son corps devient le réglage de son voyage. C'est pourquoi tant de maîtres spirituels parlent de l'intention comme d'une superpuissance, car c'est vraiment le cas. L'intention ne se contente pas de diriger les rêves. Elle agit comme des coordonnées. Réglez-la correctement, et votre conscience suivra. L'être humain peut demander la guérison. Il peut demander l'illumination. Il peut même demander à rencontrer des guides spécifiques ou à entrer dans des plans d'apprentissage particuliers. Et souvent, lorsque la demande est claire et que la vibration correspond, l'expérience suit. Certains ont décrit s'éveiller de rêves avec des informations qu'ils ne pouvaient pas connaître, des langues qu'ils ne parlent pas, ou des réponses à des questions qu'ils n'avaient même pas formulées consciemment. C'est la mémoire de l'astral qui transparaît à travers le voile. Elle est fragile, facilement perdue dans le brouillard matinal. Mais elle est réelle, et plus l'être humain y prête attention, plus ce fil devient solide.
Mais ici, cela devient aussi plus complexe. Car, tout comme il existe de beaux mondes, il en existe aussi de plus sombres. Ils ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils sont plus denses, construits à partir d'énergies non résolues, de traumatismes, de peurs. Si l'être humain a déjà fait un cauchemar qui semblait trop réel, qui laissait un résidu pendant des heures ou des jours, il traversait probablement l'une de ces zones, non pas pour être puni, mais pour être informé. Ce sont des appels à la résolution, à la libération, à la transmutation. Tôt mettait en garde contre ces mondes non pas pour effrayer, mais pour préparer. Il enseignait que l'astral n'est pas seulement un lieu de confort. C'est un terrain d'essai. Un lieu où le monde intérieur de l'être humain est externalisé, exagéré et lui est présenté. Non pas pour le tourmenter, mais pour lui donner la matière première nécessaire à son évolution. C'est une chose de lire la vérité dans un livre. C'en est une autre de la confronter dans un monde où l'illusion se dissout et où l'énergie émotionnelle de l'être humain forme les murs autour de lui. Et c'est là que se produit le véritable changement. Lorsque l'être humain cesse de voir le sommeil comme une pause et commence à le considérer comme un terrain d'entraînement, ses nuits commencent à changer. Il ne craint plus l'obscurité et n'ignore plus les visions. Il s'y plonge. Il devient curieux. Il commence à comprendre que les mondes qu'il explore ne sont pas de simples reflets. Ce ne sont pas de simples reflets, ce sont des salles de classe. C'est le chemin que Tho a tracé. Ce n'est pas de l'évasion, mais de l'évolution. Une invitation quotidienne à se souvenir de qui vous êtes au-delà de la chair et à affronter tout ce qui vous retient encore. Non pas parce que vous êtes puni, mais parce que vous êtes invité. Invité à vous élever, à vous purifier et à vous souvenir. Le sommeil n'est alors pas la fin de la journée. C'est le début d'un autre type de voyage. La plupart des gens ont tendance à considérer que les rêves sont un phénomène purement personnel, de simples produits de leur propre subconscient. Des images scintillantes, des pensées résiduelles, des récits fantaisistes inventés par le cerveau qui tente d'organiser sa journée. Telle est l'opinion répandue. Cependant, ce n'est qu'une interprétation superficielle de quelque chose de beaucoup plus profond. Car parfois, ce que l'être humain rêve n'était pas initialement le sien. Et parfois, il n'est pas le seul à le rêver. Partout dans le monde, des tribus indigènes aux anciennes écoles de mystère, on chuchotait ce que l'on appelle aujourd'hui les rêves partagés. Deux personnes, parfois de parfaits inconnus, se réveillent avec le même souvenir du même lieu, des mêmes événements, de la même conversation. Elles n'ont pas dormi seules. Elles se sont rencontrées quelque part au-delà du physique, dans ce que Tho et d'autres décrivaient comme un espace commun astral, un royaume où les esprits, libérés des corps, peuvent converger. On pourrait rejeter cela comme une simple coïncidence, mais la science rattrape lentement mais sûrement ses connaissances anciennes. Des recherches dans le domaine de la conscience, y compris les travaux de pionniers tels que le docteur Stanley Krippner et Montague Ullman, ont documenté des cas où des participants décrivaient les mêmes symboles ou environnements de rêves spécifiques sans communication préalable. Dans certaines expériences, une personne était désignée comme émetteur, pensant à une image avant de dormir, tandis que le récepteur rêvait précisément de cette image, souvent sans la moindre idée de son origine. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la résonance. Dans le monde astral, où les pensées et l'énergie se déplacent plus vite que les mots, la vibration d'une personne agit comme un signal. Si elle correspond à celle d'une autre, une connexion se produit. C'est pourquoi certaines rencontres oniriques semblent si vives, si réelles. L'être humain n'hallucinait pas. Il rencontrait. Et parfois, cette rencontre a une signification qui dépasse de loin tout ce qu'il traitait dans sa vie éveillée. Des gens ont décrit des liens avec des êtres chers disparus. Les conversations étaient si détaillées, si chargées émotionnellement, qu'elles ont changé leur vie. D'autres se sont souvenus de rencontres avec des guides, des enseignants, même des êtres de lumière, qui communiquaient sans langage, transmettant des connaissances qui ne pouvaient être expliquées, mais qui étaient d'une certaine manière comprises. Certaines de ces rencontres mènent à la guérison émotionnelle. D'autres jettent les graines de la créativité, de l'innovation ou du courage qui se manifestent des semaines ou des mois plus tard. Et, peut-être le plus mystérieux, certains rêves glissent avec des avertissements, des prédictions ou des visions d'événements qui ne se sont pas encore produits. Ils sont écartés jusqu'à ce que l'événement se déroule dans la vie réelle exactement comme prédit. Vous l'avez peut-être vous-même vécu. Vous avez rêvé d'une conversation avant qu'elle ne se produise, d'une rencontre avec quelqu'un que vous n'aviez jamais rencontré, ou d'observer un événement avec une précision étrange, pour ensuite le voir se produire des jours ou des semaines plus tard. Ce n'est pas une fantaisie. Ce sont des fragments de temps, sortant de la séquence dans le rêve. L'illusion du temps linéaire s'affaiblit. La conscience de l'être humain, libérée des chaînes de la chronologie, erre dans un champ de potentiel. Passé, présent et futur deviennent accessibles simultanément. Non pas parce que le temps a changé, mais parce que votre perception a changé. Vous sortez de la ligne temporelle et entrez dans le champ. Et parfois,
vous ramenez des parties de ce champ avec vous. Ce que nous appelons la préscience, Toll appelait le souvenir. Pour lui, tout le temps était un moment éternel. Et l'esprit humain, libéré du corps, pouvait toucher n'importe quelle de ces parties. Tous les rêves ne sont pas des visions, mais de nombreuses visions viennent à travers les rêves, surtout lorsque l'esprit conscient est enfin suffisamment calme pour écouter. Cependant, toutes les rencontres oniriques ne sont pas réconfortantes. Certaines semblent intrusives, d'autres sont des batailles. Et dans de rares cas, des personnes ont rapporté avoir été épuisées, défiées ou manipulées par des énergies qu'elles ne pouvaient expliquer. C'est l'autre facette des voyages oniriques. Ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un royaume. Et comme tout royaume, il a des couches, des lois et des habitants. Tout comme vous pouvez rencontrer une âme familière, vous pouvez également croiser des énergies confuses ou errantes, des âmes qui n'ont pas avancé ou des aspects fragmentés de vous-même. Vous pouvez même rencontrer des projections symboliques de vos propres blessures intérieures, se faisant passer pour quelque chose d'extérieur. C'est pourquoi les rencontres oniriques, aussi belles ou terrifiantes soient-elles, doivent être interprétées avec prudence. Elles ne sont pas toujours littérales, mais elles sont toujours le reflet. C'est là que le discernement devient important. Plus l'être humain est ancré dans la vie éveillée, plus ses rêves deviennent clairs. Plus il est intentionnel avant de dormir, plus il est fort dans l'astral. Et lorsque l'énergie émotionnelle d'une personne est stable, lorsqu'elle est enracinée dans l'amour plutôt que dans la peur, elle commence à attirer des rencontres plus élevées et à expérimenter une clarté plus profonde. Le sommeil devient alors plus qu'une simple évasion de la réalité. Il se transforme en une communication avec les autres, avec les guides, avec son propre moi profond et avec les parties de la réalité qui ne se manifestent que lorsque le voile entre les mondes s'amincit. Il existe un moment particulier juste avant de s'endormir, où quelque chose de puissant se produit, mais presque personne n'en parle. Cet espace-seuil entre l'éveil et le sommeil est plus qu'une simple diminution de la conscience. C'est une ouverture, une porte, une interface de programmation pour le subconscient. Et si l'être humain ne l'utilise pas, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera certainement. Le subconscient ne discute pas, ne débat pas. Il accepte et stocke. C'est le terrain où sont plantées chaque croyance, habitude, peur et possibilité. Et les moments avant le sommeil sont ceux où ce terrain est le plus fertile. C'est pourquoi tant de traditions ésotériques accordaient une importance énorme aux rituels avant le coucher, invocation et établissement délibéré d'intention. Car dans cet adoucissement de l'esprit conscient, le monde intérieur de l'être humain devient programmable. Ce qu'il se dit avant de dormir a plus d'importance que ce qu'il se dit pendant la journée. Ce moment silencieux, à peine perceptible, est l'endroit où il jette la graine dans son rêve, dans son futur, dans les couloirs plus profonds de sa psyché. Pensée Y. Que font la plupart des gens dans cet espace? Ils parcourent les actualités. Ils s'inquiètent. Ils ruminent des regrets ou craignent l'arrivée du lendemain matin. Et c'est cela que le subconscient absorbe. C'est cela qui devient la lentille de leur expérience astrale. L'être humain s'endort, vibrant de peur, de manque ou de distraction. Et il s'étonne que ses rêves semblent chaotiques ou qu'il se réveille toujours épuisé. Mais que se passe-t-il lorsqu'il façonne délibérément ce moment? Lorsqu'il parle à son esprit intérieur avec un but précis? Ceux qui enseignaient que l'esprit est l'architecte de la réalité affirmaient que la pensée, lorsqu'elle est focalisée et dirigée, est le premier outil de création. Et que l'état pré-sommeil, que les chercheurs modernes appellent l'état hypnagogique, est une fenêtre dorée pour l'influence. La conscience de l'être humain commence à se dissoudre et le subconscient s'ouvre grand, écoutant sans filtre. C'est ici que les mantras, les affirmations, les visualisations et les intentions silencieuses glissent au-delà des portes et deviennent loi. Vous voulez faire des rêves lucides? Fixez une intention. Vous voulez obtenir des conseils d'une partie plus profonde de vous-même? Demandez directement et simplement. Vous voulez reconstruire une croyance qui vous retient? Plantez l'affirmation opposée avec émotion. Cela ne nécessite pas de cérémonie ou de rituel, bien qu'ils aident. Cela exige simplement votre présence. L'esprit écoute toujours. La seule question est de savoir qui parle. Et voici ce que le système préférerait que vous ne réalisiez jamais. Votre expérience onirique n'est pas passive. Elle n'est pas aléatoire. Elle réagit à la vibration que vous y apportez. Un esprit effrayé plongera dans les couches denses de l'astral, rencontrant des symboles d'anxiété ou de lutte. Un cœur clair, calme et ouvert s'élèvera plus haut, accédant à des espaces offrant perspicacité, guérison et paix. La destination de votre conscience pendant le sommeil est déterminée non seulement par la curiosité, mais aussi par l'alignement. C'est pourquoi les enfants font souvent des rêves vifs et fantastiques. Ils n'ont pas encore été conditionnés à douter ou à réprimer leurs sentiments intérieurs. Mais chez les adultes, cette ouverture se referme lentement. On nous dit que les rêves n'ont pas d'importance, qu'il ne faut pas en parler.
Nous perdons l'accès non pas parce qu'il a disparu, mais parce que nous avons cessé de frapper à la porte. Vous pouvez revenir, mais vous devez frapper avec intention. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent manifester plus rapidement, pourquoi leur intuition semble plus aiguisée ou pourquoi elles savent simplement des choses, cela commence souvent ici, avec ce qu'elles font avant de dormir. C'est à ce moment-là qu'elles alignent leur champ intérieur, choisissant ce qu'elles nourrissent dans le subconscient et donnant une direction à l'âme avant son vol nocturne. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique. Mais pour les non-initiés, cela y ressemble. C'est une technologie cachée à la vue de tous. Non pas des appareils ou des machines, mais l'esprit. Non pas Internet, mais le monde intérieur. Comme tout système, si vous ne le programmez pas, quelque chose d'autre le fera. Les médias, la peur, les émotions non résolues ou l'écho du stress d'hier. Ce sont les programmeurs par défaut. Vous devez interrompre ce schéma. Commencez par une phrase, une image, un sentiment. C'est suffisant pour démarrer. Le subconscient n'a pas besoin de volume, il a besoin de clarté. Lorsque vous commencez à traiter le sommeil comme une immersion consciente dans des couches plus profondes de la réalité, non pas comme un simple repos, mais comme un rituel, vous récupérez une forme de pouvoir qui vous a été volée par la négligence. Vous cessez d'être un passager dans votre monde onirique et devenez un navigateur. Alors ce soir, juste avant de vous endormir, faites une pause, fermez les yeux, non pas avec résignation, mais avec un sentiment de commandement. Chuchotez votre intention non pas à la pièce, mais à un royaume entier. Puis lâchez prise. Le temps ne se meut pas comme on le pense. Dans le monde éveillé, nous sommes enchaînés aux horloges et aux calendriers, linéaires, logiques, prévisibles. Mais le sommeil brise cette illusion. Il vous arrache à la chronologie à laquelle on vous a dit de vous conformer et révèle ce que les traditions anciennes murmurent depuis des siècles, que le temps n'est pas une ligne, mais un champ. Comment expliquer autrement un rêve sur un moment avant qu'il ne se produise? C'était peut-être quelque chose d'insignifiant, une conversation, un lieu, un symbole. On l'a balayé d'un revers de main comme un déjà-vu. Mais au fond, quelque chose s'est agité, un éclair de reconnaissance, cette étrange sensation d'avoir déjà vécu ce moment, déjà vu ce visage, déjà été à cet endroit précis. Ce n'était pas l'esprit qui jouait des tours. C'était votre conscience qui glissait à travers les fissures du temps pendant que le corps dormait. To décrivait le temps non pas comme un mouvement vers l'avant, mais comme une spirale, une dimension qui se courbe, se boucle, se superpose. Lorsque le corps dort et que l'esprit s'apaise, la conscience devient libre. Elle peut glisser au-delà du moment présent, effleurant des souvenirs non encore créés, observant des probabilités non encore déployées. Ce n'est pas une fantaisie. Cela a été documenté, étudié et même craint. L'avenir ne nous est pas caché. Il est simplement dissimulé par le bruit de la vie éveillée. Il existe d'innombrables cas. Des gens rêvent de catastrophes des jours avant qu'elles ne se produisent. Des inconnus apparaissent dans les rêves pour devenir des figures clés dans la vie éveillée, et des images énigmatiques prennent sens des années plus tard. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des preuves. Le sommeil est un lieu où le voile s'amincit, où les règles de la logique linéaire se plient et où la conscience se meut librement. Même la science commence à rattraper son retard. Les physiciens quantiques affirment maintenant que le temps est relatif, non fixe. Certains suggèrent que le passé, le présent et le futur existent simultanément, superposés comme des pages dans un livre. Vous n'avez pas besoin d'écrire l'histoire dans l'ordre. Il vous suffit d'apprendre à tourner la page. Et dans le sommeil, vous le faites encore et encore, sans le savoir. Cependant, la qualité de ce que l'on perçoit dépend entièrement de son état de conscience. Tout comme une lentille trouble déforme une image, un esprit agité ou chaotique déforme les messages reçus. C'est pourquoi la clarté avant le sommeil est si cruciale. C'est pourquoi fixer des intentions n'est pas une simple lubie, mais une navigation précise. Si l'on s'endort avec la peur, sa perception est déformée vers la confusion. Si l'on s'endort avec ouverture, les symboles deviennent plus clairs et des schémas apparaissent. On ne recevra pas toujours des visions limpides de l'avenir. Souvent, les messages arrivent enveloppés de métaphores, de symboles et de récits surréalistes. Mais si l'on est attentif, si l'on note, réfléchit et déchiffre, on commence à voir une carte. On commence à comprendre que le sommeil n'est pas un état passif. C'est une exploration. Et qu'en est-il des rêveurs qui ont trop vu? Ceux qui se réveillent secoués, comme s'ils avaient été quelque part de trop réels, de trop détaillés pour être simplement ignorés. Ce ne sont pas de simples impulsions cérébrales aléatoires. Ce sont des voyageurs qui ont touché des lignes temporelles potentielles en ramenant des fragments. La tragédie est que la plupart des gens rejettent ces expériences avant d'avoir pu en tirer des leçons. Ils échangent un aperçu de l'infini contre l'illusion d'une coïncidence. Vous avez eu de tels moments. Vous avez entrevu quelque chose et ressenti le poids de cette vérité avant même qu'elle ne se manifeste dans votre vie.
Le système vous a appris à en douter, à l'expliquer. Mais si ces aperçus étaient des guides? Et si c'étaient des invitations à vous préparer, à changer de cap, à vous éveiller? Le subconscient n'est pas un dépôt du passé. C'est un récepteur de l'infini. Et pendant le sommeil, lorsque les distractions s'estompent, il devient un canal. L'astuce est d'apprendre à écouter, et plus important encore, à réagir. Car la connaissance de l'avenir, aussi vague soit-elle, est inutile sans action. Le but de la prévoyance n'est pas la peur, mais la préparation. Et il ne s'agit pas de contrôler le destin, mais de le co-créer. Si l'on comprend que le temps est malléable, que le monde onirique est un espace où les lignes temporelles s'entrelacent et où la conscience peut les explorer, alors on réalise aussi l'immense responsabilité qui en découle. On n'est pas un observateur passif de sa vie. On est un navigateur de réalités possibles. Mais on ne verra jamais les signes si l'on continue de fermer les yeux. La destination de sa conscience pendant le sommeil ne dépend pas seulement de la biologie ou du hasard. Elle dépend de la fréquence. Chaque pensée que l'on a, chaque émotion que l'on ressent, vibre. Et pendant le sommeil, on n'échappe pas à ces vibrations. On voyage à travers elles. Le plan astral, l'état de rêve, les dimensions cachées ne sont pas des destinations aléatoires. Elles sont accordées à votre signal intérieur. Tel un poste de radio réglé sur une fréquence spécifique, votre âme se dirige vers ce avec quoi elle résonne. C'est pourquoi deux personnes peuvent s'endormir dans la même pièce au même moment, mais voyager dans des mondes complètement différents. L'un émerge de paysages sereins, remplis de clarté et de messages. L'autre se réveille en sueur, hanté par le chaos et les distorsions. La différence n'est pas dans le rêve, mais dans l'état dans lequel ils y sont entrés. La peur, la culpabilité, les traumatismes non résolus, tout cela porte un poids magnétique dense. Lorsque l'on s'endort avec ceci dans son champ énergétique, sa conscience est attirée vers le bas et non vers le haut. Elle plonge dans les couches astrales inférieures, où résident la confusion, la peur et même les entités parasitaires. Ce sont les cauchemars qui semblent trop réels pour être ignorés. Des rêves qui laissent épuiser plutôt que reposer. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des reflets, des miroirs des fréquences que l'on a émises. Mais l'inverse est également vrai. L'amour, la gratitude, la paix, tout cela élève votre fréquence. Et lorsque l'on les apporte au sommeil, les dimensions auxquelles on accède deviennent plus claires, plus lumineuses, plus instructives. On rencontre des guides, reçoit des symboles de guérison ou acquiert une profonde clarté sur les problèmes de la vie éveillée. Ce n'est pas une fantaisie spirituelle. C'est une loi vibratoire. Tho enseignait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas n'est pas seulement une métaphore de la symétrie cosmique. C'est un reflet littéral de votre monde intérieur, reflété dans les mondes que vous pénétrez. Les émotions que l'on ressent le jour façonnent les paysages que l'on visite la nuit. On ne dérive pas simplement dans le chaos subconscient. On navigue sur une carte dessinée par sa propre fréquence. Alors, comment l'élever? Cela commence par ce que l'on permet d'entrer dans son esprit avant de dormir. Regarde-t-on des nouvelles stressantes? Consomme-t-on du contenu chaotique ou rumine-t-on des blessures passées? Ou nettoie-t-on son énergie? Exprime-t-on sa gratitude? Établions une intention? Ce que l'on nourrit son esprit avant de dormir est comme régler les coordonnées de son voyage. Et l'intention est tout. Une simple affirmation, cette nuit, je demande la clarté, ou que je ne rencontre que ce qui sert ma croissance, peut changer tout le cours de son mouvement astral. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais la fréquence qui les sous-tend, qui donne le ton. L'intention, lorsqu'elle est alignée avec la conscience, devient une forme de GPS spirituel. Votre environnement compte aussi. L'énergie de votre chambre, le symbolisme de votre espace, même la position de votre corps peuvent influencer où vous allez et ce que vous rencontrez. Le son, l'odeur et la lumière agissent tous comme des signaux subtils pour le subconscient. Ils vous harmonisent ou vous désorientent. Le sommeil n'est pas séparé de votre environnement. Il est façonné par lui. C'est pourquoi de nombreux initiés des écoles mystiques traitaient le sommeil comme une préparation sacrée. Ce n'était pas quelque chose dans lequel on tombait simplement. C'était un rituel, une porte, un voyage. Ils jeûnaient, se purifiaient, méditaient, car ils comprenaient que le voyage n'était pas aléatoire. Il était dirigé par l'intention, la fréquence et la pureté de la pensée. Et vous n'avez pas besoin d'être un prêtre ancien pour faire de même. C'est aussi simple que de prendre conscience de ce que vous emportez avec vous lorsque vous fermez les yeux. Vous vous endormez en réaction ou en conscience. Car ce seul choix détermine si votre nuit sera une simple récupération inconsciente ou une évolution consciente. La vérité est que votre vibration n'est pas seulement un sous-produit de votre humeur. C'est un passeport, et le sommeil est le véhicule. Chaque voyage onirique n'est pas béat. Parfois, ce que l'on rencontre en fermant les yeux est le chaos.
Des courses-poursuites dans des couloirs infinis. Des figures sombres observant en silence. Des paysages imprégnés de confusion, de peur et d'horreur. Les cauchemars ne sont pas des dysfonctionnements aléatoires du système. Ce sont des signaux. Ce sont des enseignants. Mais la plupart d'entre nous les fuient, car on ne nous a jamais appris à affronter ce qui nous effraie. On nous a appris à l'éviter, à le réprimer et à l'appeler simplement un mauvais rêve. Mais rien dans la conscience n'est juste quelque chose, surtout la peur. Les cauchemars sont des messagers mal compris. Ce que l'on y voit peut sembler terrifiant, mais leur but est souvent diagnostique, non destructeur. Les cauchemars peuvent révéler des blessures enfouies, des émotions ignorées ou des schémas non résolus que l'on refuse de voir. Ils écartent les distractions de la vie éveillée et vous confrontent à des symboles purs. Un animal agressif, une structure qui s'effondre, une figure silencieuse qui vous poursuit. Tout cela sont des reflets d'énergie intérieure qui exigent votre attention. To décrivait ces visions non pas comme des punitions, mais comme des reflets karmiques, des symboles émergents de votre corps astral, façonnés par vos conflits subconscients. Les mondes astraux inférieurs sont remplis de fragments d'émotions humaines. Douleur, jalousie, rage, peur. Lorsque l'on s'endort avec une énergie non résolue, sa fréquence s'aligne avec ces espaces. On ne crée pas les cauchemars à partir de rien. On résonne avec eux. Et ce faisant, on attire des expériences qui reflètent ce qui est en putréfaction à l'intérieur. La grande erreur est de penser que le cauchemar est externe. Mais l'obscurité dans les rêves ne vient pas du monstre sous le lit. Elle vient des parties de soi dont on s'est caché. Et tant qu'on ne les affrontera pas, elles continueront de nous y rencontrer. Car le sommeil ne permet pas de s'échapper de soi-même. Il rapproche de ce qui a été repoussé. Mais voici l'opportunité. Affronter un cauchemar le transforme. Il existe d'innombrables récits de personnes pratiquant le rêve lucide qui, cessant de fuir et se tournant vers ce qui les hantait, ont découvert que cela changeait. L'agresseur est devenu un guide. L'ombre s'est transformée en lumière. Ce changement n'est pas seulement métaphorique. Il est neurochimique et énergétique. Lorsque l'on interrompt le cycle de la peur par la conscience, sa fréquence s'élève et l'environnement réagit instantanément. C'est là la véritable force de la confrontation consciente. Non pas le contrôle, mais la guérison. Dans les temples anciens d'Égypte, les initiés étaient entraînés à entrer dans des états de rêve altérés où ils affrontaient délibérément leurs peurs les plus profondes. Ces incubations de rêve n'étaient pas un divertissement. C'étaient des rituels de purification conçus pour tester la capacité de l'initié à rester conscient en présence de l'ombre. Car si vous pouviez affronter l'obscurité dans un rêve, vous pouviez l'affronter dans la vie. Vous n'êtes peut-être pas entré dans un temple sacré, mais votre lit n'est pas moins une porte. Et vos peurs ne sont pas moins dignes d'être affrontées. Au moment où l'on cesse de qualifier ces cauchemars d'insensés ou d'effrayants et commence à se demander ce qui lui montre, on ouvre la porte à la transformation. La figure menaçante peut être une partie de soi-même, appelant à l'intégration. La sensation de chute peut être une capitulation que l'on évitait. Le cycle répétitif peut être un traumatisme qu'il reste à traiter. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des invitations. Et ne pensez pas que le travail se termine par une seule prise de conscience. Souvent, ces images oniriques d'ombre reviennent par couches, comme on pèle un oignon. Chaque confrontation révèle une nouvelle vérité, une nouvelle peur, une autre partie de vous-même attendant de rentrer chez elle. C'est le chemin de l'alchimie des rêves, transformant le plomb de vos peurs en l'or de votre croissance. De nombreux systèmes spirituels enseignent que le chemin de l'éveil est lumineux et serein, mais ceux qui l'ont parcouru honnêtement vous diront qu'il est aussi tortueux, ombragé et rude. Les cauchemars ne sont pas des déviations de votre chemin spirituel. Ils en font partie. Ils exigent du courage, de la présence et la volonté de demander « Pourquoi est-ce que je vois cela maintenant ?» Car le temps n'est jamais aléatoire. Ce qui apparaît dans votre rêve se manifeste parce que vous êtes prêt. Peut-être pas à en profiter, mais à grandir grâce à cela. Le système vous a appris à considérer le sommeil comme une déconnexion et les rêves comme des bagatelles. Mais vos rêves les plus sombres sont des messages codés de ces parties de vous-même que vous avez oubliées ou rejetées. Les affronter est le premier pas pour vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Non pas seulement la lumière, non pas seulement l'ombre, mais la conscience qui contient les deux. Et cette conscience, apportée à votre sommeil, change tout. Car lorsque vous cessez de fuir et commencez à écouter, même vos cauchemars deviennent sacrés. Vous n'étiez jamais destiné à dormir à travers votre propre évolution, mais c'est ce que le système espérait. Que vous fermeriez les yeux et oublieriez. Que vous dormiriez sans vous demander pourquoi. Que vous vous réveilleriez chaque matin sans être plus sage que la veille. Parce qu'une société qui ne comprend pas le sommeil est plus facile à contrôler. Un esprit qui dérive sans direction ne se demande jamais où il va. Mais lorsque vous commencez à vous souvenir, lorsque vous commencez à récupérer vos nuits, vous devenez dangereux.
non pas violent, non pas imprudent, juste éveillé. Et c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais voulu. La vérité est que le monde onirique n'a jamais été une fantaisie. Il a toujours été un terrain d'entraînement. Chaque nuit, vous entrez dans un espace où les lois du monde physique se dissolvent, où le temps se courbe et où le moi s'étend. Cet espace peut être chaos ou clarté, selon la façon dont vous l'abordez. Avec intention, le sommeil devient une classe. Avec conscience, il devient un temple. Et avec la pratique, il devient une rampe de lancement vers les profondeurs de votre être et de l'univers au-delà. Tho n'enseignait pas que les rêves étaient juste quelque chose. Il enseignait que pendant le sommeil, l'âme relâche son emprise sur l'enveloppe physique et voyage, parfois guidé, parfois perdu. Ce voyage n'est pas métaphorique. Il est énergétique, vibratoire et de plus en plus confirmé par la science moderne. Les recherches sur la conscience quantique et l'étude de la conscience non locale commencent tout juste à valider ce que les mystiques ont toujours su. L'esprit n'est pas lié au crâne. Le sommeil n'est pas la fin de la conscience. C'est le début d'une autre de ses couches. Mais pour que l'esprit moderne revienne à cette compréhension, il devra désapprendre des générations d'impasses culturelles. On nous a appris à craindre l'inconnu, à l'expliquer, à le dépouiller de son mystère jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un cerveau en mode repos et un tas d'images insignifiantes. Mais si les rêves étaient si insignifiants, pourquoi nous souvenons-nous de ceux qui comptent? Pourquoi nous réveillons-nous après certaines nuits avec un message qui résonne, un sentiment qui persiste, un changement qui commence? Le sommeil n'est pas une perte de temps. Il est sacré. Et au moment où l'on commence à le traiter comme un temps pour fixer des intentions, revoir des leçons, demander des conseils et diriger consciemment son énergie, tout commence à changer. On ne se couche pas simplement. On se prépare à explorer. On accorde son esprit à recevoir, à se reconnecter, à se souvenir. Et cela ne nécessite pas de technologie coûteuse ou de rituels secrets. Cela demande de la présence. Cela demande la décision de traiter ces nuits avec la même conscience que ces jours. Car voici ce qu'ils ne vous diront pas. La majeure partie de votre croissance spirituelle ne se produit pas pendant la méditation ou le yoga. Elle se produit la nuit, lorsque l'esprit est calme. Lorsque l'ego est suspendu, lorsque l'âme est libre de vagabonder, c'est là que les mises à jour se produisent. C'est là que le véritable apprentissage commence. C'est là que vous vous souvenez que la conscience n'est pas quelque chose que vous avez. C'est ce que vous êtes, quelque chose d'infini, quelque chose qui ne dort jamais vraiment. Et ce n'est que le début. Vous n'avez pas besoin d'être un moine ou un mystique pour accéder à ces vérités. Il vous suffit de commencer à prêter attention au monde derrière vos paupières. De respecter votre sommeil comme le voyage multidimensionnel qu'il est réellement. De considérer vos rêves non pas comme des distractions, mais comme des données de l'âme. Car chaque nuit, vous avez la chance de grandir, d'explorer, de vous connecter à quelque chose de plus grand. Mais vous devez le choisir. Vous devez le vouloir. Alors, voici votre prochaine étape ce soir. Ne vous contentez pas de vous coucher. Fixez une intention. Posez une question. Invitez votre soi supérieur, vos guides, votre subconscient, dans la langue que vous préférez, à vous montrer ce que vous devez voir. Gardez un journal près de votre lit. Notez ce dont vous vous souvenez. Des schémas apparaîtront, les messages deviendront plus clairs, et progressivement le mur entre l'éveil et le rêve s'amincira, jusqu'à ce qu'un jour vous ne vous sentiez plus comme deux personnes différentes vivant deux vies différentes. Vous vous sentirez entier, éveillé tout le temps. Et quand cela arrivera, quand de plus en plus d'entre nous commenceront à marcher dans le monde avec le souvenir de leurs rêves, le système perdra son emprise. Car une population qui rêve consciemment ne peut être contrôlée inconsciemment. Une société qui traite le sommeil comme sacré construit une culture de force intérieure. Et lorsque les gens s'éveillent à l'intérieur de leurs rêves, ils s'éveillent inévitablement aussi dans leur vie.